Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour faire la lecture des comptes rendus du procès de Mazan. Aujourd'hui, on va lire le compte rendu de la 4e journée d'audience. Comme je vous l'ai dit, je reprends la première semaine, comme ça on a vraiment tous les éléments et comme ça sur YouTube, en fait, il y a la playlist du premier jour au dernier jour. Aujourd'hui, pareil, on va encore lire un thread de Marion Dubreuil et je vous propose qu'on commence de suite. 4e jour au procès de Mazan à Avignon où comparaissent 51 hommes accusés de viol aggravé. La cour criminelle départementale du Vaucluse va entendre dès ce matin la déposition de Gisèle, la victime. Sandrine Jossoane est arrivée au tribunal pour soutenir les parties civiles. Cette députée qui a été elle-même victime de soumission chimique et porte-parole de l'association de la fille de la victime, Caroline Darian, m'endort pas. Hier, celui qui était le directeur d'enquête de la police judiciaire d'Avignon a expliqué que la question du consentement était au cœur de cette affaire. Avant l'audition de la victime, il est question d'agenda pour faire revenir le deuxième enquêteur qui devait déposer hier sur les 26 autres accusés. On va examiner une moyenne de 7 situations par semaine, rappelle le président qui ne veut pas bouleverser son audience. Monsieur Pellicot est le point central de ce dossier. Je ne veux pas que mon client soit interrogé avant le principal accusé, explique maître Gontard. Il y a une pyramide, reprend l'avocat, et le sommet doit être entendu en premier. Chacun son interprétation, le reprend maître Zavaro, l'avocat de Dominique Pellicot. Gisèle, en robe rouge orangée, chemise en lin blanche, a pris place à la barre, assistée de son avocat maître Babonneau. Dans son box, Dominique Pellicot la regarde. Tout doit être basé sur le respect, lui assure le président qui annonce qu'il suspendra si les questions n'ont pas le bon ton. Gisèle remercie le lieutenant de police de Carpentras qui lui a sauvé la vie en creusant le matériel informatique de monsieur Pellicot. Gisèle s'exprime très calmement. Elle raconte ce mois de septembre 2020 où elle garde ses petits-enfants en région parisienne. Monsieur Pellicot l'appelle pour qu'elle rentre à Mazan. Gisèle dit qu'il s'effondre, se met à pleurer. Monsieur Pellicot a eu des soucis de santé, des cellules cancéreuses. Je pense à une rechute. En larmes, il me dit non, j'ai fait une bêtise. Et il lui parle du fait qu'il a filmé sous la jupe des filles d'un supermarché. Ok. Et là, alors Monsieur Pellicot n'avait jamais eu de gestes déplacés ni de mots obscènes à l'égard des femmes. Je suis très étonnée au bout de 50 ans de mariage. Ah, ok, donc là il lui avoue qu'il a filmé sous la jupe des filles. Oh putain. Il me dit, j'ai une pulsion, tu n'étais pas là. Je me dis, pour cette fois, je te pardonne. La prochaine fois, je m'en irai, tu vas devoir t'excuser auprès de ces femmes et te faire suivre par un psy. On reprend une vie normale. Il me dit, ça me servira de leçon. Nous sommes un couple basé sur la confiance. Pendant 50 ans, je n'imaginais pas l'ampleur de ce qui va suivre. Je retourne en région parisienne, j'ai un gros souci gynécologique et j'appelle monsieur Pellicot pour prendre un rendez-vous de toute urgence avec une gynéco. Sur le ton de la plaisanterie, il me dit, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Ah, ouais, ok. Putain, il m'énerve. Je reçois un appel de la police qui me donne rendez-vous le 2 novembre avec monsieur Pellicot. Je ne savais pas que c'était mon dernier petit déjeuner pour moi. Ce rendez-vous au commissariat est une formalité. Pendant 50 ans, j'ai toujours soutenu mon mari malgré les problèmes financiers, les problèmes de santé et les problèmes de couple. Le policier me reçoit dans son bureau et me pose des questions sur ma vie sexuelle. Je n'ai jamais pratiqué l'échangisme, le triolisme. Je suis la femme d'un seul homme. Je ne supporte que les mains de monsieur Pellicot sur mon corps. Le policier me dit au bout d'une heure, « Madame, je vais vous montrer des choses qui ne vont pas vous faire plaisir. » Il commence à ouvrir une chemise. Je ne sais pas du tout ce qu'il va me montrer. Il commence par une photographie. Il me met une photo où je ne reconnais ni l'individu ni la femme endormie sur le lit. « Madame, c'est bien votre chambre, votre lit, votre table de nuit ?» J'ai du mal à me reconnaître, habillée d'une manière que je ne reconnais pas. Il me montre une deuxième, puis une troisième photo. Je demande qu'on arrête, c'est insoutenable. C'est des scènes de viol, je suis inerte. Le traumatisme est énorme, mon monde s'écroule. Le policier me dit, votre mari ne repartira pas avec vous. Tout ce que j'ai construit avec monsieur Pellicot, 3 beaux enfants, 7 petits-enfants, un couple fusionnel. On était le couple idéal. En ce moment-là, j'ai envie de disparaître. Je dois annoncer à mes enfants que leur père est en garde à vue. J'appelle mon gendre, il reste avec ma fille pour que je dise « Il m'a violée et il m'a fait violer ». J'entends ma fille hurler. Pardon. Depuis tout à l'heure, j'ai des frissons. Parce que je me mets à sa place. J'entends ma fille hurler un cri gravé à jamais dans ma tête. Ils se sont tous inquiétés pour ma vie. Les 3 enfants de Gisèle Pellicot soudés sur le banc de la partie civile en larmes. Tout ce qui me reste, ce sont mes enfants, 2 valises et mon chien. J'ai tout perdu. Mon mari, ma vie. C'est surréaliste. Je ne sais plus où je vais, je n'ai plus d'identité. Je me retrouve comme une gamine de 20 ans qui retourne vivre chez ses enfants, c'est insupportable. J'ai gardé tout ce que je m'étais acheté moi-même.
petite commode et des babioles. Le reste, j'ai tout bradé. Et après, j'ai fait l'état des lieux de la maison, j'ai tout nettoyé pour récupérer cette caution. 1200 € pour moi, c'est une fortune. Gisèle raconte ensuite le chemin de la reconstruction. D'abord loin de ses enfants, pour vivre seule dans une maison secondaire de sa fille, qu'elle évite pendant 18 mois. Je ne voulais pas me mettre en danger, nous n'avions pas le même niveau d'information. Je ne voulais pas. Je n'ai pu visionner l'intégralité de ces vidéos qu'au mois de mai. Qu'on ne me parle pas de scènes de sexe, ce sont des scènes de viol. Je n'ai jamais pratiqué le tréholisme ni l'échangisme. J'ai tellement de choses à dire. Gisèle explique désormais de nombreux épisodes d'absence, de la javel sur ses habits qu'elle ne se rappelle pas avoir utilisé. Je demande à Monsieur Pellicot, mais tu ne me droguerais pas par hasard sur le ton de la rigolade? Il se met à pleurer que je l'accuse. Je suis persuadée d'avoir l'Alzheimer. Monsieur Pellicot prend rendez-vous pour moi, chez le neurologue, qui me rassure que ce n'est pas cette maladie. Monsieur Pellicot aussi me rassure. Mon beau-frère, généraliste, me prescrit un scanner et Monsieur Pellicot m'accompagne encore. Je crois devenir folle, parce que j'ai des absences, et mes amis le constatent aussi. Il y a cet épisode où mon fils s'inquiète pour moi car mon bras se raidit pour prendre un verre et que je perds du poids. À chaque fois que j'allais chez les enfants en région parisienne, j'étais inquiète de prendre le train car je prenais un train qui allait jusqu'à Lille. J'avais peur de louper mon arrêt. Depuis le 2 novembre 2020, je n'ai plus d'absence et je remercie ma fille d'avoir créé son association M'endors pas contre la soumission chimique. J'ai été sacrifiée sur l'autel du vice. C'est pas pour moi la levée de huis clos, mais pour toutes celles qui pourraient être victimes, pour celles qui le matin se réveilleront avec des absences, des souffrances gynécologiques, elles penseront à mon témoignage. Pour que plus aucune femme ne soit victime par soumission chimique, j'étais comme un corps mort, chaud mais inerte, une poupée de chiffon, un sac poubelle. L'examen gynécologique est humiliant aussi. Ça a été une déflagration dans ma vie. Après, c'est les rendez-vous devant le juge d'instruction. En mai 2023, j'apprends que Monsieur Pellicot avait déjà filmé Sous les jupes des filles en 2010. Je n'ai jamais été informée. Il a eu une amende et on ne m'a jamais informée. Si j'avais été au courant, peut-être que ça m'aurait interpellée. J'aurais gagné 10 ans de ma vie. Ces vidéos sont toutes plus affreuses les unes que les autres. C'est de la barbarie. Je ne sais pas comment mon corps peut tenir devant vous aujourd'hui. Comment cette femme qui est debout aujourd'hui? Je suis née en 1952 en Allemagne. Mon père militaire, ma mère est décédée d'un cancer à 9 ans. Toi, t'as perdu ta mère à 9 ans, mais je me disais que si j'étais condamnée, moi, j'ai pu voir mes enfants grandir. Oh. Quand j'avais 2 ans, on savait que ma mère avait une maladie incurable et je n'avais jamais vu ma grand-mère pleurer. On ne montre pas ses larmes dans ma famille. Et Gisèle raconte sa rencontre avec Dominique Pellicot qui pleure dans le box. Je n'ai jamais eu d'autre homme que Monsieur Pellicot. Il a eu un père autoritaire, tyrannique. Il doit donner tout son argent à ses parents. Je lui dis que je vais l'aider. On commence à mettre de l'argent en commun. On a envie d'être tous les deux, de construire notre vie ensemble. On se marie avant notre majorité. 21 ans à l'époque, en avril 1973. On est tellement amoureux qu'on n'a plus envie de se quitter. On obtient un logement social, on aide toujours financièrement mes beaux-parents. Elle décrit son beau-père autoritaire et sa belle-mère soumise. La journée ne suffira pas à raconter ma vie. Elle donne les dates de naissance de ses 3 enfants. On n'est pas riche mais on est heureux. Monsieur Pellicot est électricien. Monsieur Pellicot se reconvertit dans l'immobilier, il a des calculs rénaux, manque de mourir. Et puis avec la crise de l'immobilier, plus rien ne rentre et je le soutiens encore. Je sais qu'il est courageux, qu'il a toujours travaillé même avec de la fièvre. Je n'ai eu que 2 hommes dans ma vie, Monsieur P et un autre. Je crois que j'ai tout dit. Je ne voudrais pas endormir les gens dans la salle. Le président lui demande si elle connaît d'autres accusés que son mari. Gisèle n'en connaît qu'un qui était notre voisin, qui était venu voir nos roues de vélo chez nous. Que j'avais croisé à la boulangerie, il était poli. Je n'avais aucune idée qu'il venait me violer. Auriez-vous pu avoir un contact téléphonique informatique, demande le président? Non. Vous avez été témoin hier de mon rappel sur la présomption d'innocence qui nous oblige à ne pas utiliser le terme viol et à utiliser l'expression scène de sexe. Je trouve légitime qu'ils reconnaissent les faits quand je pense à ce qu'ils ont fait. Je suis saisie de dégoût. Qu'ils aient au moins la responsabilité de reconnaître leurs actes. Le président prend des pincettes pour poser des questions sur les relations sexuelles dans le couple. On a découvert la sexualité tous les deux. J'étais assez pudique. Elle explique notamment qu'elle refusait certaines pratiques. Vous aviez une sexualité classique? Oui, normale. À 68 ans, on avait encore une sexualité. Avait-il des demandes fantaisistes? Un ami nous avait proposé un soir d'aller dans un club échangiste en disant que c'était une boîte normale avec d'autres salles. On n'est rentré que dans la partie discothèque, précise Gisèle, et on est reparti. Pour revenir sur les faits, vous avez été pénétré pendant 10 ans, reprend le président. Avez-vous eu des problèmes? J'avais des problèmes gynécologiques. On m'a découvert 4 MST aux unités médico-judiciaires de Versailles, dont le papillomavirus. Dominique Pellicot a reconnu les faits. Qu'en pensez-vous? Demande le président. J'ai un sentiment de dégoût par rapport à ce qu'on a pu construire. Une vie tellement chouette. On avait tout. Je ne comprends pas comment il a pu en arriver là, répond Gisèle. J'ai appris son viol à 9 ans. Il n'a pas été soutenu par ses parents. On aurait pu affronter ça ensemble. Moi, je suis suivie par une psychiatre aujourd'hui. Les scènes de viol, c'est des scènes de torture. Qu'est-ce qu'on mérite pour subir ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Demande Gisèle. Mon regard sur les hommes a changé. Je suis obligée de vous poser la question.
Êtes-vous complice des faits de Monsieur Pellico? Absolument pas. Je n'ai jamais fait semblant de dormir, ou quoi que ce soit. Je n'ai aucune pitié de la part de ces personnes. L'un, séropositif, est venu 6 fois. Pas un moment mon mari s'est inquiété de ma santé. Je n'ai jamais accepté que Monsieur Pellico filme nos ébats, affirme Gisèle. Une conversation peut-être? Non, la seule était sur le club échangiste. J'ai compris qu'il en aurait eu envie, mais c'était impossible pour moi. J'ai souhaité qu'on m'appelle Gisèle Pellico, pour la durée de ce procès par solidarité avec mes enfants qui s'appellent Pellico. Vous savez, dit-elle, la façade est solide, mais l'intérieur est un champ de ruines. Interrogé sur son positionnement à l'égard des accusés qui reconnaissent les faits, j'ai du mal à accepter les excuses, explique Gisèle. Il est regrettable que cet homme, comme d'autres, n'ait pas jugé bon de réagir face à une femme inconsciente et de donner l'alerte. Interrogé sur une manipulation de Dominique Pellico, Gisèle répond qu'aucun de ces hommes n'a été contraint sous la menace d'une arme. Pourquoi n'ont-ils pas fait ne serait-ce qu'un coup de fil, anonyme? Gisèle est toujours à la barre, interrogée sur son rapport à la nudité et aux vidéos, y compris des relations sexuelles consenties avec son mari. Elle répond « Toutes les vidéos que Monsieur Pellico a pu faire étaient à mon insu ». C'est désormais Maître Zavaro, l'avocate de Dominique Pellico, qui interroge Gisèle, pas sur les faits, évidemment, mais sur leur vie de couple et la personnalité de la vie de famille de son client. L'inceste du père de Dominique Pellico, avec une enfant que la famille avait accueillie dès ses 5 ans, et avec laquelle il a eu une liaison après, Dominique Pellico n'a pas assisté aux obsèques de son père. Une fois de plus, je ne rends compte que de l'ensemble des débats suscités par les questions de la défense sur les problèmes gynécologiques de la victime. Un des avocats de deux accusés mentionne pour la première fois en audience les 2 cold cases dans lesquels Dominique Pellico est mis en examen. Quelle était votre réaction? En état de choc, répond Gisèle. Dominique Pellico a été mis en examen pour les viols et le meurtre de Sophie Narme et une tentative de viol sur une jeune femme en 1999. Suspension de l'audience est reprise à 14h, avec la suite de la déposition de Gisèle. J'ai pu dire tout ce que j'avais à dire malgré la présence des accusés derrière moi dans la salle. Le combat continue, dit-elle. Reprise de l'audience où on se pose la question de la diffusion des photos de la victime, sachant que le président précise qu'à ce stade, il n'y a pas de sécurité dans la salle annexe de retransmission, donc pas de garantie de l'absence de captation. Avant la reprise de l'audience de Gisèle Pellico, le président donne la parole à un expert venu à la barre. Le magistrat ne veut pas sortir de son plan d'audience. L'expert toxicologique explique que ses analyses ont porté sur les cheveux. Les personnes qui ingèrent un produit métabolisant, il y a un délai entre les molécules dans le sang et piégées dans le cerveau, à peu près une semaine. L'expert pondère les concentrations des molécules avec les pigmentations de cheveux, moins fortes avec des cheveux clairs, et notamment les soins cosmétiques, moins 60% des molécules, et les couleurs. La juge d'instruction m'a demandé si l'état de la victime sur les vidéos était compatible avec un nombre de comprimés de Temesta. La seule étude porte sur des cheveux noirs menée en Asie et ne permet pas de faire de comparaison directe. L'expert évoque des amnésies avec un seul comprimé de zolpidem, un puissant hypnotique. Pareil avec une dose plus forte de Temesta qui est un anxiolytique, tranquillisant. Quand le temps a passé, le cheveu permet de retrouver les molécules mais avec une incertitude importante. Il y a du zolpidem, c'est incontestable. Il ne vient pas de l'atmosphère. Donner une fourchette, oui mais large, de 2 comprimés à 8 comprimés par mois. Les effets d'amnésie augmentent l'impunité des auteurs, poursuit l'expert. Il décrit Gisèle sur les vidéos avec un relâchement musculaire typique de la soumission chimique. On n'est pas dans le thérapeutique, surtout quand on doit associer les deux molécules. L'expert ajoute que ces comprimés ne suppriment pas la douleur, ce qui explique des mouvements de recul de la victime. Pour lui, des mouvements réflexes sur les vidéos. Pas de place au doute. Pour l'expert, elle est complètement abrutie. L'effet commence au bout d'une dizaine de minutes, à son effet maximum après 1h30. Avec 2 ou 3 comprimés de zolpidem, l'effet dure 8 heures, 12 heures pour 3 comprimés de Temesta. Il faut distinguer l'effet anxiolytique thérapeutique de l'effet sédatif de soumission chimique qui dure 2 heures. Impossible de ne pas se rendre compte que la victime est dans cet état. On a même tendance de mettre quelqu'un qui est dans cet état en position latérale de sécurité et de veiller sur lui de façon à libérer les voies aériennes. Ce que vous dites, c'est qu'à chaque fois que la victime subissait ces faits, elle était en danger, demande Maître Babonneau, l'avocat de Gisèle. Oui. On peut imaginer que oui, répond l'expert. Interrogé sur les capacités de simuler de la victime, l'expert répond que ça lui paraît très peu probable. Il s'appuie sur 2 exemples qui attestent du relâchement musculaire de la victime. À la faveur d'une brève sortie de la salle principale, je découvre la file d'attente devant la salle de transmission ouverte au public. Comme c'est la règle pour les procès criminels, les experts sont souvent bousculés par la défense, notamment sur la subjectivité et l'objectivité de leurs conclusions. Jusqu'à aujourd'hui, je ne donnais le nom de Pellico en aucun cas, pour protéger son ex-mari, Dominique Pellico, qui reconnaît les faits. Mais pour préserver Gisèle et ses proches, Gisèle estime que ce n'est plus un problème, que son patronyme soit dévoilé. La soumission chimique, c'est l'administration des substances psychoactives à l'insu de la victime, en vue de commettre un crime ou un délit, précise l'expert. Le président s'agace des questions d'une avocate de la défense qui soulève des approximations. Un accusé s'emporte également contre l'expert. Monsieur, soit vous arrêtez, soit vous risquez
l'expulsion, l'admoneste son avocate. Juste une phrase, reprend l'accusé de 55 ans qui voyait, je cite, au stade de l'instruction, le mari comme un porte-parole détenteur de son consentement à elle. Son avocat parvient à le faire asseoir. Il est toujours question de la soumission chimique contestée sur les bancs de la défense, à l'exception bien sûr de Dominique Pellicot, qui a lui-même avoué avoir drogué son épouse. Je comprends que le visionnage des vidéos vous... Non mais c'est fou quand même, il dit je l'ai drogué, oui je l'ai drogué à son insu. Vous parlez pourquoi les accusés? Parlez pas. Je comprends que les visionnages des vidéos vous poussent à vouloir la défendre à tout prix, mais il est possible que mon client soit arrivé et l'ait trouvée vaseuse sans qu'elle soit inerte, avance Maître El Bouroumi. Visionnez les vidéos, c'est une poupée de chiffon, c'est du bon sens, dit l'expert. Ouais mais Maître El Bouroumi, du bon sens c'est que du bon sens. On n'est que des abrutis d'avocats ici, demande Maître El Bouroumi, qui représente 2 accusés. C'est des faits, quoi. Si tu vis dans un monde de bisounours, vas-y. Maître Zavaro, l'avocate de Dominique Pellicot, à son tour, pose 2 questions sur le dosage du Temesta, qui ne change pas les effets en soi, mais modifie leur durée. L'expert a retenu le dosage le plus important, 2,5 mg, mais il ne peut écarter la dose de 10 comprimés. Dominique Pellicot a toujours dit en avoir fait ingérer 3 d'un coup à son épouse. Est-ce que, oui ou non, on est sur une dose létale, demande une avocate. Non, répond l'expert. Est-ce qu'un homme qui entre dans la chambre peut penser qu'elle est endormie? S'il observe de loin, oui. Gisèle Pellicot et ses 3 enfants à gauche, Sandrine Jossuène venue les soutenir et derrière elle les accusés de Mazan. Fin de la déposition du toxicologue qui peut quitter la salle. Un deuxième expert, médecin légiste, est appelé à la barre. Dominique Pellicot a 2 traitements Temesta. Viagra, 20 prescriptions documentées sans ordonnance, 192 comprimés de Viagra entre 2014 et 2020, on aurait pu monter à 512 comprimés si ordonnance renouvelable. 780 comprimés de Temesta par renouvellement, soit 1520. 3 boîtes de Zolpidem en 2020 sans aucune motivation clinique. Le contexte de cette prescription de Temesta n'apparaît pas non plus. La seule indication mentionne une apnée du sommeil, or le Temesta, dépresseur respiratoire, est contre-indiqué pour les apnées du sommeil, précise le médecin légiste. Aucun renseignement clinique ne peut éclairer ces prescriptions. Monsieur et Madame Pellicot allaient chez le médecin ensemble. Peut-on penser qu'elle avait connaissance des prescriptions de Temesta et Zolpidem, demande une avocate. Normalement, on ne prescrit pas devant le conjoint, sauf en cas de consensus, précise l'expert. J'ai prescrit du Temesta pendant 25 ans, je me suis efforcé d'en prescrire le moins possible, notamment le 2,5 mg qui est très incisif. Il y a une mode de Temesta, explique l'expert légiste à la barre. La dernière experte a examiné Gisèle Pellicot aux UMJ le 17-12-2020. Avant de commencer sa déposition, elle précise que son rapport mentionne le nom de sa jeune fille, de la jeune fille de Gisèle Pellicot, et qu'elle essaiera de ne pas la mentionner pendant cette audience. La première aussi s'excuse par avance pour la cruauté de certains de ses propos. L'expert relie les propos de Gisèle Pellicot. Je percevais bien que j'avais un problème sérieux, mais je n'arrivais pas à définir lequel. Ça a fini par être très angoissant. Je ne me rappelais pas m'être lavé les dents, mise en pyjama ou douché. Il faut bien comprendre qu'avant la révélation des faits, ces enfants envisageaient de la placer. Il faut s'imaginer la violence pour une personne normale d'être placée pour Alzheimer. À partir de la révélation, on ne la laisse jamais seule par crainte qu'elle ne se suicide. Elle dit, il va bien falloir apprendre à vivre seule. Elle est dans l'inquiétude de possibles agissements de Dominique Pellicot sur sa fille. L'empathie de l'experte à l'égard de la victime, ses précautions également, agacent dans les rangs de la défense. L'experte cite Gisèle Pellicot. Sans l'enquêteur, il m'aurait définitivement endormi. En 2016, face à un neurologue, Gisèle Pellicot pleure, raconte l'experte. Et Dominique Pellicot, qui est présent, parle de leurs problèmes financiers. Elle dit qu'elle a perdu 15 kilos, 1m55, 55 kilos. Madame Pellicot, c'est moi, ajoute l'experte médicale dans un sourire à la victime. C'est la première à détailler de manière aussi précise, insoutenable les problèmes gynécologiques dont souffrait Gisèle Pellicot. Je n'en y livrerai pas les détails, mais il s'agissait de gros problèmes. Elle n'a jamais retrouvé de traces dans son lit, dans sa chambre. Pas d'objets étranges, rien d'étonnant à l'exception d'une fois où elle s'est réveillée avec une culotte dans la main. Le médecin poursuit notamment sur l'attente insoutenable des sérologies, notamment pour le VIH, alors qu'il n'était plus possible de faire une trithérapie en urgence. Au total, même si Gisèle Pellicot a miraculeusement échappé aux hépatites B et SIDA, elle a eu 4 MST. Herpès, papillomavirus, elle a dû être traitée par voie intramusculaire. Il faut mesurer l'angoisse qu'ont pu générer ces nouvelles. On ne peut pas traiter Madame Gisèle Pellicot avec des traitements neuropsychiques. Il ne lui reste que des tisanes et des fleurs de bac. De bâche ou de bac, je sais jamais comment dire. Les sécrétions dont vous parlez, est-ce que c'était les sécrétions de désir, de plaisir? Est-ce qu'elles mouillaient? Demande le président, mal à l'aise. Non, les sécrétions dont j'ai parlé étaient pathologiques. Elles n'intervenaient pas pendant les faits. Sur question de l'avocat de Gisèle Pellicot, l'experte évoque la résilience de la victime. Elle m'a dit certains sont pompiers infirmiers. Vous imaginez qu'ils peuvent remonter du bloc avec des patients qui sont à leur merci? Je me permets d'affirmer que je n'ai eu aucun doute de la crédibilité de Gisèle Pellicot ou la véracité de ses propos, dit l'experte, sur question de la partie civile. Je suis une vieille routarde
de l'expertise. J'ai conscience que je dois être neutre. Il n'y a pas de mots pour qualifier ce qu'a subi Madame Pellicot. Ce n'est pas de la sensibilité, c'est un dossier hors norme. Je suis souvent confrontée à des dossiers de viol. C'est du bon sens également face à une seule image. On ne peut pas douter, c'est une femme livrée en pâture, explique l'experte. Une avocate de la défense, Maître El Bouroumi, interrompt l'experte. J'ai cru qu'elle allait pleurer. L'experte précise que sa voix est éraillée à cause de son allergie au pain. Maître El Bouroumi précise que certains avocats plaident l'acquittement. Au niveau d'implication, je pensais que vous étiez la psy. Ça pousse à mettre en cause votre neutralité. Même vous, vous étiez pris dans votre état émotionnel, poursuit Maître El Bouroumi. Vous avez déposé en vous mettant à la place de Madame Pellicot. Je suis tenue à la neutralité, je l'ai respectée, explique l'experte. Depuis quand un médecin ne s'intéresse pas au psychisme d'un patient? Nous ne sommes pas des vagins, des éprouvettes. Nous sommes des têtes et un corps. Un médecin ne coupe pas en rondelles. Je ne suis pas Madame Pellicot. Je ne me mets pas à sa place, je suis légiste, mais je suis avant tout un médecin. Comment ne pas parler de viol quand le principal accusé reconnaît les faits que la victime est inconsciente? À chaque fois que les experts utilisent la qualification juridique de viol, les avocats de la défense lui tombent dessus au nom de la présomption d'innocence. J'ai parlé de viol car c'est ce que j'ai vu sur les vidéos. Je n'ai pas parlé de violeur, se défend l'experte médicale. Vous êtes parfaite en témoin de personnalité, poursuit une avocate de la défense. Cette contestation des compétences de l'experte est inacceptable, s'emporte l'avocate générale. Ça, c'est Maître El Bouroumi, c'est un chantier, putain, mais le bazar. Plusieurs avocats de la défense s'emportent et prennent à partie le président au sujet des contenus diffusés sur les réseaux sociaux. Le magistrat, c'est moi ça. Le magistrat, c'est moi qui diffuse sur les réseaux sociaux. Le magistrat répond qu'il a la police de l'audience, mais pas d'internet. La cour est suspendue jusqu'à demain matin à 9h. Putain, fin du témoignage de Gisèle Pellicot. Oh mon Dieu. Oh putain, ça m'a tellement touchée. Cette femme, franchement, j'ai même pas de mots. J'ai même pas de mots. Du coup, j'ai lu le deuxième témoignage, enfin, la deuxième fois qu'elle a témoigné à la barre. D'ailleurs, j'avais vu qu'il y avait, je sais plus sur quelle émission de télé de merde, on va dire les choses clairement, où il y avait, je sais pas qui c'est qui disait, je sais même pas c'est qui ce mec, qui disait ouais, putain, mais Gisèle, elle parle trop. Alors que là, dans toute la durée du procès, aujourd'hui on est le 29 octobre, pendant toute la durée du procès, en fait, elle s'est exprimée 2 fois, peut-être une fois avec les journalistes, donc 3 fois en tout. Donc franchement, pour une femme qui s'est fait violer pendant 10 ans, je trouve qu'elle a pas beaucoup parlé, même, enfin, parle encore plus. En plus, à chaque fois qu'elle s'exprime, moi, ça me touche énormément. Parce que quand même ça reste la principale concernée, celle qui a déposé plainte, c'est elle qui a tout subi, donc ouais. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite.